Avant la seconde bataille de Ramadi, en 2006, il y avait une première en 2004. Elle a eu lieu à peu près en même temps que la première bataille de Falloujah, une opération qui impliquait les États-Unis. L'armée tentait de localiser et d'appréhender ou de tuer les insurgés responsables du meurtre et de la mutilation de 4 entrepreneurs militaires privés américains. Alors que les forces américaines et britanniques envahissaient Falloujah, les insurgés, décrits comme étant des loyalistes du parti Baas socialiste arabe de Saddam Hussein, cherchaient à orchestrer leur propre offensive, en mettant le cap sur la ville de Ramadi, la capitale de la province d'Al-Anbar. On croyait que Ramadi, centre des opérations américaines, était crucial pour maintenir leur force et stabilité pendant la guerre. Croyant qu'une attaque sur Ramadi entraverait l'efficacité des États-Unis, les insurgés ont coupé l'autoroute sortant d'Al-Anbar. Le 2e bataillon 4e Marines occupait alors la ville, assurant la stabilité de la zone et des opérations. Ils agissaient en tant que policiers, gardiens de la paix et ambassadeurs, essayant de nouer des relations avec les habitants tout en étant conscients des conflits potentiels. Avant d'être attaqués par les insurgés le 6 avril, ces Marines n'avaient pour la plupart vu que des embuscades à petite échelle. Mais tout a changé le matin du 6 avril, lorsque les insurgés ont lancé leur assaut, tendant une embuscade à une escouade du 3e peloton de la compagnie Gulf qui se déplaçait au sud de la principale voie d'approvisionnement. 3 marines tués et le reste de l'escouade blessés dans l'attaque. Malgré leurs appels à l'aide, ils n'ont reçu aucun soutien aérien ou d'artillerie, car cela était confus lors de la première bataille de Falloujah. Seules 2 petites unités étaient indisponibles pour aider le peloton. Les Marines du 1er peloton de la compagnie Gulf sont vite arrivés sur place. Les forces ennemies, dispersées dans la ville, ont été rencontrées à l'ouest de la rue Easy. Le 1er peloton a affronté les insurgés dans une fusillade et a pu rapidement atteindre le groupe blessé. Pendant ce temps, une autre bande de troupes, la compagnie Echo, subissait un feu nourri dans leur poste d'observation et ceux capables de combattre ont été dirigés pour le faire afin de repousser les insurgés hors de la ville. Même ceux qui étaient généralement non combattants ont été amenés à aider. La première bataille de Ramadi a duré 4 jours, entraînant la mort d'environ 250 insurgés et de 12 soldats américains. Plus de 200 soldats américains blessés lors de l'assaut. Avant le 10 avril, les forces ennemies dans la ville avaient été éliminées ou tuées. Le conflit a été l'un des plus meurtriers pour les États-Unis depuis que l'ancien président Bush a déclaré la fin des combats majeurs le 1er mai de la même année. Ramadi était considéré comme un foyer d'insurrection entre 2003 et 2006, apparemment en raison de la déba'athification dans laquelle l'autorité provisoire de la coalition, le gouvernement transitoire de l'Irak, établi suite à l'invasion américaine de 2003, ainsi que les gouvernements irakiens qui ont suivi, ont tenté d'éteindre l'influence du parti Ba'ath sur le système politique du pays. C'était une politique très similaire à celle de la dénazification après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés ont tenté d'éliminer l'idéologie nazie de l'Autriche et de l'Allemagne. En raison de cette politique de déba'athification, Ramadi était considéré comme ayant été durement touché car la ville avait des liens forts avec le parti et son armée. Contraints à la clandestinité, les hauts fonctionnaires profondément impliqués dans l'un ou l'autre ont orchestré une campagne de violence contre les forces de la Kuala. Armés d'une expertise tactique et technique et des bons contacts, ils ont opéré sans pitié et Ramadi a rapidement acquis la réputation d'être le foyer de la rébellion irakienne. Elle a été plus tard déclarée comme la capitale du groupe djihadiste sunnite, l'État islamique d'Irak, qui s'est allié à Al-Qaïda pendant la guerre. En 2005, suite à une élection locale irakienne, la 2e brigade, 28e division d'infanterie de l'armée américaine, a réussi à recruter 671 individus pour la force de police irakienne et à peu près à cette époque, Al-Qaïda et ses alliés ont de nouveau porté leur attention sur la ville de Ramadi. En janvier 2006, le groupe terroriste a orchestré un attentat suicide qui a entraîné la mort de 56 recrues de la police et d'un Américain. Au cours des semaines suivantes, une série d'attaques a été lancée au centre de Ramadi, incitant les États-Unis. L'armée a orchestré des balayages à travers la ville, s'engageant dans des batailles avec les rebelles et réussissant à en éliminer beaucoup. Mais cela semblait être une bataille perdue car les zones nettoyées étaient rapidement repeuplées par des extrémistes dès que les États-Unis étaient partis. De plus,
la 2e brigade de la 28e division d'infanterie a eu du mal à suivre le rythme constant et la présence des forces rebelles. Les fusillades leur ont laissé 82 soldats morts et 611 autres blessés, et ils avaient apparemment peu de renseignements sur les insurgés, et étaient sous-équipés, laissant de grandes étendues de la ville sans présence américaine, rendant ces zones propices à la prise par Al-Qaïda et leurs alliés. Au fil des mois, la ville a été soumise à une moyenne de 20 attaques par jour. Dans les 6 mois qui ont suivi, Al-Qaïda a assassiné 6 importants chefs tribaux. Le 17 avril 2006, de nombreux postes américains importants, y compris des postes d'observation comme Virginia et Snake Pit, et l'ancien complexe militaire Camp Ramadi, ont fait l'objet de plusieurs assauts menés par Abu Massab al-Zakawi, un homme connu pour une série d'attentats et de décapitations, ainsi que pour ses assauts contre les États-Unis pendant la guerre. Le poste d'observation Virginia a été le premier touché lorsqu'un véhicule blindé, contenant environ 1000 livres d'explosifs, a été conduit à travers les portes du poste et a détonné dans un attentat suicide. Après l'explosion dévastatrice, des insurgés à pied armés de roquettes anti-chars et d'autres armes ont avancé, se livrant à un combat acharné avec les troupes du 3e bataillon, 8e Marines, qui étaient stationnés au poste d'observation. Ils ont repoussé les forces rebelles, tuant des dizaines d'insurgés et réussissant à éviter de subir des pertes majeures de leur côté. Vers cette époque, des images de vidéos ont commencé à circuler en ligne, montrant al-Zakawi planifiant l'attaque, avec des images de l'événement réel également insérées. La vidéo portait le logo du Conseil de la Choura des Moudjahidines, une organisation parapluie d'au moins 6 groupes extrémistes sunnites qui y ont participé à l'insurrection de 2006 en Irak. Pendant ce temps, le Premier ministre récemment installé, Nouri al-Maliki, a annoncé en juin un plan visant à freiner la violence qui sévit dans la ville de Bagdad. Les choses s'étaient agitées suite à l'attentat de la mosquée Askaria, un important sanctuaire musulman chiite à Samara. Le plan, nommé Opération Ensemble en avant, devait être principalement dirigé par les Irakiens avec le soutien de la coalition. L'opération placerait environ 70 000 forces de sécurité dans les rues de la ville. Il mettrait en place un couvre-feu entre 9 h du soir et 6 h du matin, augmenterait la sécurité et les points de contrôle dans toute la ville et limiterait le port d'armes. Malgré tout, l'opération n'a pas réussi à renforcer la sécurité de la ville. La violence reste extrêmement élevée à Bagdad. Début juin, la 1re brigade de combat de la 1re division blindée américaine a été déployée à Ramadi pour commencer à préparer l'expulsion des insurgés qui infestolent la ville. À ce moment-là, la direction militaire ainsi que les membres du gouvernement américain considéraient Ramadi comme une cause perdue et les attaques contre les forces américaines stationnées là-bas survenaient à toute heure du jour. Dans un rapport daté d'août 2006, le colonel Pete Devlin, chef du renseignement des Marines dans le pays, a écrit dans son évaluation de la ville et de sa province que, je cite, « Les perspectives de sécurisation de la province occidentale d'Al-Anbar de ce pays sont sombres et qu'il y a presque rien que les États-Unis militaires peuvent faire pour améliorer la situation politique et sociale là-bas. » Le même mois, 33 Marines et soldats ont été tués au combat dans et autour de la ville. Le succès initial que le gouvernement américain avait connu suite à son infiltration en Irak en 2003 commençait à s'estomper, remplacé par une inquiétude croissante. Les 400 000 habitants de Ramadi en juin 2006 étaient déjà conscients d'un conflit en cours entre les États-Unis et les insurgés et craignaient la violence et la destruction imminente. Face à cette situation, le colonel Sean McFarland, commandant américain de la 1re brigade de combat, a opté pour une approche opérationnelle non conventionnelle. Au lieu d'avoir recours à l'artillerie, aux chars ou au soutien aérien rapproché, il a demandé à ses hommes d'adopter une approche plus douce et plus lente en utilisant leurs armes individuelles plutôt que du matériel lourd. Les chars ont été principalement utilisés pendant la bataille pour protéger les soldats des engins explosifs improvisés et ont toujours été utilisés pour cibler les bunkers et éliminer les tireurs d'élite. L'idée était de chasser les insurgés sans détruire la ville et déplacer les civils. McFarland a fait prendre à ses hommes une résidence permanente au cœur de la ville dans le but de reprendre le contrôle. Ces postes de combat étaient reconstitués de blocs entiers de bâtiments résidentiels, les propriétaires étant payés un loyer mensuel pour permettre à l'armée de les utiliser. Le 7 juin, alors qu'il assistait à une réunion dans une planque isolée, le leader insurgé Abu Musab al-Zakawi a été tué.
Les forces américaines avaient localisé et utilisé des bombes guidées avec précision pour détruire le bâtiment et tuer ses occupants. Al-Zakawi est mort aux côtés de 5 autres insurgés. La Task Force 145 aurait suivi le chef rebelle pendant un certain temps, mais il avait souvent évité la mort de justesse. Il a été officiellement confirmé mort le lendemain lorsque son corps a été retrouvé dans les décombres et identifié. Le 10 juin, les troupes américaines avaient bouclé la ville de Ramadi et elles prendraient les rues avec des haut-parleurs pour avertir les civils des attaques imminentes. Les commandants ont déclaré que leur objectif principal était de couper les voies d'approvisionnement et de déplacement de l'ennemi en prenant le contrôle des points d'entrée clés à Ramadi, tandis que la première brigade de combat prévoyait également d'établir de nouveaux postes de combat, d'engager le dialogue avec la population et de chercher à nouer des relations avec les leaders locaux afin de renforcer leurs relations avec le peuple irakien, obtenir leur soutien et peut-être gagner de nouveaux alliés. Les États-Unis tentaient également de continuer à renforcer la police et l'armée locales irakiennes dans l'idée que lorsque les soldats militaires avanceraient, la nouvelle police et armée irakienne seraient capables de prendre le relais et de se défendre elles-mêmes. Pour aider les civils, les troupes ont distribué de l'eau et des générateurs électriques, malgré le refus de nombreuses familles irakiennes tenaient de coopérer avec les États-Unis, probablement par peur des insurgés. Le sergent Lonnie Russell, un tankiste de la compagnie Bulldog, a noté, je cite, « Vous avez le sentiment qu'ils veulent vous aider, mais ils ont peur pour leur vie et leur famille. » Ce n'est pas difficile à comprendre. Fin de citation. En plus de la première brigade de combat, de nombreuses autres unités ont aidé à protéger Ramadi pendant cette période, y compris le 3e bataillon du 8e régiment de Marines et le 1er bataillon 506e régiment d'infanterie de la 101e division aéroportée. De plus, la première brigade de la 1re division et la première brigade de la 7e division de l'armée irakienne ont également apporté leur soutien. Début juin, les forces américaines et alliées ont pénétré assez profondément dans Ramadi pour accéder à l'hôpital général de la ville. Le 5 juillet, il a été capturé par le 3e bataillon 8e régiment de Marines. Le bâtiment de 7 étages, équipé d'environ 250 lits, avait été utilisé par les insurgés pour soigner leurs blessés. Ces étages supérieurs servirent de position avantageuse pour tirer sur les États-Unis dans la région et lancer des attaques au mortier. Un colonel a noté que le bâtiment était, je cite, « essentiellement une base ennemie avec des installations pour l'ennemi, le commandement et le contrôle, et des tireurs d'élite ». Fin de citation. Les Marines qui ont aidé à saisir l'hôpital ont rapporté plus tard que les policiers irakiens qui y étaient emmenés étaient souvent découverts décapités. La prise de contrôle a rencontré peu de résistance. Lors de la fouille pour des armes abandonnées, les troupes ont découvert de nombreux déclencheurs de bombes de bord de route dissimulés dans le plafond d'un bureau. Les États-Unis avaient tenté de construire un autre hôpital dans la ville, mais il a été attaqué et détruit alors qu'il était presque terminé. L'hôpital général de Ramadi a été modernisé et rouvert au public après sa reprise. Pendant les premiers 8 mois de la bataille, les États-Unis ont fait quelques progrès vers la réalisation de leurs objectifs globaux dans la ville. Mais cela est venu lentement, car ils étaient souvent ralentis par des fusillades intenses avec les insurgés dans les rues et étaient en sujet à des attaques éclairs sur les nouveaux avant-postes. Jusqu'à 100 extrémistes ont attaqué un avant-poste en une seule fois et lors d'un conflit daté du 24 juillet, Al-Qaïda a subi d'énormes pertes alors qu'il tentait de prendre le contrôle de nombreuses zones à travers la ville. Le centre gouvernemental de Ramadi a été une cible majeure durant le conflit. Les Marines américains avaient ensaché et barricadé le bâtiment et en novembre, la première brigade de combat a choisi de démolir les bâtiments inhabitables à proximité, car ils étaient souvent utilisés par les insurgés pour tirer sur les États-Unis et les responsables irakiens qui utilisèrent le bâtiment. Le lieutenant-colonel Peter Lee a rapporté, je cite, « Le centre gouvernemental était l'une des zones les plus dangereuses de Ramadi. L'ennemi venait de leur bastion, s'emparait des bâtiments de l'autre côté de la rue et attaquait. » Fin de citation. Après l'opération de déblaiement, les ingénieurs ont commencé à évacuer des millions de tonnes de décombres et il était prévu qu'une fois dégagée, la zone serait transformée en parc. Au début, les Arabes sunnites étaient très ouverts à Al-Qaïda et à leurs alliés, en grande partie en raison de l'agenda anti-chiite partagé. Cela a conduit à une coopération entre les groupes sunnites et Al-Qaïda, mais finalement, au fil de la relation, les cheikhs sunnites sont devenus insatisfaits car une grande partie des actions terroristes d'Al-Qaïda ne correspondaient pas aux désirs et aux besoins du peuple sunnite.
Puis, le 21 août, des insurgés ont assassiné Abu Ali Jassim, un leader sunnite qui avait encouragé ses hommes à rejoindre la police irakienne, ce que Al-Qaïda n'approuvait pas. Le corps de Jassim a été caché dans un champ et n'a pas reçu d'enterrement convenable, ce qui a à la fois violé la loi islamique et provoqué la colère des gens qu'il dirigeait. Cheikh Abdul Sattar Bouzaï al-Rishawi était un leader sunnite dans la province d'Al-Anbar qui s'est montré très critique envers Al-Qaïda suite au meurtre de son père et de ses 3 mères par l'organisation. Il a déclaré « J'ai toujours été contre ces terroristes. On a manipulé les gens pour leur faire croire que les Américains étaient leurs ennemis. Ils ont dit que les étrangers s'y voulaient occuper notre terre et détruire nos mosquées. Ils nous ont dit « Nous mènerons un djihad, nous vous aiderons à les vaincre ». Il a ensuite ajouté que les insurgés étaient tuant des personnes innocentes, toute personne soupçonnée de s'opposer à eux. Cela ne nous a apporté que destruction et nous avons finalement dit « Stop ». Il a par la suite commencé à diriger un mouvement croissant de tribus sunnites qui avaient tourné le dos à la marque de terrorisme d'Al-Qaïda et cherchaient à améliorer les conditions pour leur pays. Al-Rishawi a fondé le Conseil du Salut d'Anbar en septembre 2006. Composé d'environ 20 tribus et de leurs 40 chers, le mouvement a été surnommé le Réveil d'Anbar. Ceux qui étaient alignés avec Al-Rishawi étaient payés par l'armée américaine et le gouvernement irakien pour arrêter de combattre contre les forces de la coalition et pour aider à patrouiller dans les quartiers et à combattre contre les insurgés. D'autres rapports ont noté que ces groupes ont reçu des véhicules, des armes et des munitions en échange de leur combat contre Al-Qaïda. Selon l'armée américaine, ces groupes ont été d'une grande aide pour cibler Al-Qaïda plus précisément et éviter les pertes. L'organisation terroriste, pour sa part, a qualifié ces groupes sunnites ces groupes sunnites de croisés impurs et a tué de nombreux membres dans des attentats suicides. En octobre, presque toutes les tribus du nord et de l'ouest de Ramadi avaient rejoint l'éveil, l'armée américaine rapportant qu'en décembre, les attaques avaient diminué de près de 50%. À la mi-septembre 2006, le 1er bataillon 6e Marines a relevé le 3e bataillon 8e Marines sur le côté ouest de la ville. Sa première grande offensive a eu lieu environ un mois plus tard lorsqu'elle a capturé un bâtiment sur la rue 17 où ils ont établi un poste avancé conjoint marine irakien qu'ils ont appelé la station de sécurité de la rue 17. Entre le 13 novembre et le 15 novembre, la bataille entre les États-Unis et les insurgés est devenue particulièrement tendue, lourde et difficile. Pendant cette période, on prétend que les forces américaines auraient tué au moins 30 personnes, y compris des femmes et des enfants, lors d'un raid aérien dans le centre-ville. Un correspondant du LA Times à Ramadi a rapporté des témoignages de témoins affirmant que des morts civiles avaient effectivement eu lieu. Le porte-parole des Marines, le lieutenant-colonel Brian Salas, a déclaré dans un communiqué écrit qu'il y avait eu une frappe aérienne le 14 novembre mais qu'elle avait touché un pont à environ 10 miles à l'est de Ramadi et qu'il n'y avait eu aucune victime. 16 insurgés ont été tués par les forces terrestres entre le 13e et le 14e du mois. Cela dit, Salas n'a pas contesté la possibilité de dommages collatéraux et a ajouté qu'il pourrait être difficile de distinguer entre les civils et les insurgés. Ce ne serait pas la dernière fois qu'il y aurait des allégations de morts de civils aux mains des États-Unis, de troupes cependant. Tout au long de novembre et décembre, les forces ennemies sont restées profondément à l'intérieur de la ville et le 28 novembre, 6 civils, dont 5 enfants, ont été tués lorsqu'un États-Unis char a tiré sur un bâtiment pour tenter d'abattre 2 insurgés qui l'utilisaient comme point de tir. 3 mois plus tard, 900 États-Unis. Membres militaires ont lancé une opération d'1 mois nommée Opération Squeeze Play. Elle visait le centre du 2e district des officiers de Ramadi. Le 2e district des officiers a été ainsi nommé parce qu'il abritait de nombreux anciens dirigeants de l'armée de Saddam Hussein et avait auparavant été une zone interdite aux soldats américains. Le capitaine John Paul Hart se souvient, on regardait une carte et c'était comme à l'époque de Colomb. Au sud d'ici se trouve des dragons, parce que personne n'y allait jamais. Nous savions seulement que c'était très mauvais et dangereux. À ce stade, les troupes américaines avaient bien progressé dans la bataille. Les entrées de la ville étaient gardées par des chars, des postes de guet avaient été établis pour éviter la pose de bombes sur le bord des routes, et d'autres postes de commandement ont été installés dans des maisons abandonnées et partiellement détruites, et des bâtiments gouvernementaux.
des commissariats étaient aussi ouverts partout en ville. Alors que 75 soldats américains avaient été tués, plus de 750 insurgés avaient été éliminés. Le lieutenant-colonel Pete Lee a noté, je cite, « Nous ne perdons pas cela. La situation n'est pas aussi catastrophique qu'on le prétend. » Cependant, il n'y aurait pas unanimité. Des explosions de bombes persistaient dans la ville, et des tireurs d'élite se dissimulaient sur les toits et près des fenêtres. Dans un avant-poste américain, les soldats portaient un équipement blindé la journée. Le chômage était rampant dans la région, poussant de nombreux civils sans revenus à travailler pour les rebelles en échange d'argent. Alors que l'opération Squeezeplay commençait, les équipes d'avance ont découvert des poignées de mines anti-chars, dont beaucoup étaient submergées dans les eaux usées d'un ruisseau près d'un quartier que les Marines commençaient à fouiller. Au moins 2 ont explosé pendant l'opération, endommageant des véhicules blindés sans faire de victimes. Le 6 décembre, 6 États-Unis. Soldats ont été tués lors de combats de rue dans le cadre de l'opération, dont 3 dans une zone de l'ouest de Ramadi qui était contrôlée par la tribu Abu Alwan, qui était un membre du mouvement de l'éveil. La tribu aurait reconnu les meurtres par les insurgés comme une attaque personnelle contre eux et en conséquence a tué ou capturé ceux impliqués dans l'assaut en 10 jours. Le colonel Sean McFarlane a déclaré « Quand ils disent que tu es mon frère et que tu es mon frère pour la vie, ils le pensent vraiment. » Il a ajouté qu'ils se sont sentis déshonorés par cette attaque. À la fin de l'opération, le 14 janvier 2007, les forces américaines avaient indiqué qu'elles avaient pris la vie de 44 insurgés et capturé 172 de plus. De plus, ils ont établi 4 nouveaux postes de police irakiens, portant le total à 14 dans toute la ville. L'opération Murfreesboro était l'un des derniers conflits de la seconde bataille de Ramadi. De nombreuses unités, y compris le 1er bataillon, le 9e régiment d'infanterie de l'armée américaine, ainsi que les Navy Seals et les membres des Marines, sont tous devenus partie de l'opération Murfreesboro lors d'une offensive lancée à l'est de Ramadi au début de 2007. L'objectif de l'opération était de couper le quartier de Malab, composé d'environ 15 000 résidences, du reste de la ville, ce qu'ils espéraient chasserait les forces d'Al-Qaïda. Les États-Unis espéraient également établir 9 postes de police irakiens pour les aider à tenir la zone. À partir du 20 février, des chars et des véhicules blindés ont été disposés autour du quartier pour arrêter toute tentative de mouvement dans ou hors du quartier et pour protéger les soldats pendant qu'ils érigeaient une barrière en béton permanente le long de la rue Easy. Pendant ce temps, les troupes au sol ont commencé à organiser des balayages et des raids ciblés à la recherche d'armes, d'engins explosifs improvisés d'insurgés et de dirigeants d'Al-Qaïda de haut niveau dans la zone, ainsi que dans le district voisin d'Iskan. Ces zones auraient été épargnées par l'éveil d'Ambar, c'est pourquoi elles étaient encore si dangereuses, malgré tous les progrès réalisés dans d'autres parties de la ville avec l'aide des tribus sunnites locales. Durant le mois, les troupes américaines et l'armée irakienne ont eu plus de 40 affrontements distincts avec Al-Qaïda. Plus notable encore, ils ont découvert 8 grands dépôts d'armes, subi plus de 20 engins explosifs improvisés localisés et éliminé environ 50 autres engins explosifs improvisés, tués 69 ennemis, en blessé 9 et en capturé 32 autres. Le mur érigé autour de la zone a été achevé en 25 heures au lieu des 36 prévus et plusieurs postes permanents ont également été construits. La présence de l'armée irakienne ainsi que celle de la police ont contribué à maintenir la paix dans le quartier. L'opération Murfreesboro est largement créditée d'avoir percé l'insurrection dans la ville, aidant à renverser les opinions sur le nouveau gouvernement irakien qui avait autrefois été mal aimé, mais qui était maintenant en faveur. La province d'Al-Anbar s'est rapidement montrée capable de se débrouiller seule, nécessitant peu d'aide des forces extérieures et permettant aux unités stationnées à Ramadi de se diriger vers la ville de Tchaji en octobre 2007 pour aider à la nettoyer. Le colonel McFarlane notera plus tard que sa brigade avait perdu 86 soldats, marins et marines, lors de leur dernier séjour de 8 mois dans la ville en février 2007. Le mois précédent, Ramadi subissait en moyenne environ 35 attaques ennemies sur les États-Unis. Force chaque jour. Mais en août 2007, la ville avait passé 90 jours consécutifs sans une seule attaque sur les États-Unis. Troupes amenant le commandant de la 1re brigade de combat, 3e division d'infanterie,
l'unité qui a relevé l'équipe de McFarlane a déclaré « Al-Qaïda est vaincu à Al-Anbar ». Cependant, bien que l'unité ait été très efficace, les forces ennemies ont lancé des attaques sur et autour de la ville dans les mois suivants. Cependant, en mars 2008, la ville était devenue beaucoup plus sûre et le nombre d'attaques rebelles avait considérablement diminué grâce à l'orchestration d'opérations de contre-insurrection qui avaient conduit les troupes américaines à éliminer efficacement Al-Qaïda de la province. Tout au long de 2006, il était clair que les responsables et les dirigeants de l'armée et du gouvernement américain avaient peu d'espoir que la situation à Ramadi puisse être améliorée. 2 ans plus tôt, lors de la première bataille de Ramadi, le commandant de la garnison des Marines avait déclaré que, je cite, « Si Ramadi tombe, toute la province va en enfer », fin de citation, et ces sentiments étaient non à partager par les officiers supérieurs en 2006. La situation paraissait désespérée. En novembre de cette année-là, un autre volet du rapport de renseignement du corps des Marines notait qu'il serait impossible pour les forces américaines d'écraser entièrement la rébellion, mais qu'elles ne pouvaient pas non plus contrer la popularité croissante d'Al-Qaïda. Je cite. La situation sociale et politique s'est détériorée à un point que les États-Unis et les soldats irakiens ne sont plus capables de vaincre militairement l'insurrection à Al-Anbar. Fin de citation. De plus, il a ajouté qu'Al-Qaïda est l'organisation dominante d'influence dans la province, et un commandant a rapporté, je cite, « Ces gars étaient impitoyables. Ils venaient et coupèrent la tête des jeunes hommes et traînèrent leurs corps dans les rues. » Fin de citation. Aggravant les problèmes, une grande partie de l'infrastructure de la ville avait été totalement détruite. Les eaux usées brutes provenaient de tuyaux cassés. Il y avait peu d'électricité. Les entreprises étaient fermées définitivement et les écoles ne fonctionnaient plus du tout. Les citoyens qui n'ont pas fui Ramadi étaient contraints de rester à l'intérieur toute la journée, tous les jours, pendant que les forces de l'armée américaine et irakienne se battaient sans relâche avec Al-Qaïda et leurs alliés dans les rues. Et pourtant, à l'automne de 2007, la zone avait été complètement transformée. En septembre de cette année-là, le conseil municipal de Ramadi a parrainé une course à pied de 5 km qui a attiré 120 concurrents et une couverture télévisée en direct de Bagdad. Les salaires des citoyens locaux avaient augmenté de 40% suite à un boom de la construction et le maire récemment élu, Latif Obed, a parrainé plusieurs conseils de développement des affaires qui ont été suivis avec beaucoup d'intérêt. Obed avait été nommé en janvier 2007 promouvant la stabilité et choisissant des hommes d'affaires pour siéger au conseil municipal. Dans le but de nettoyer les rues, Obed envisageait de commencer à réparer les canalisations d'égouts, de mettre en place un service de collecte des ordures et de faire enlever les voitures brûlées et autres objets inesthétiques de la ville. Il a payé les habitants pour les aider à réaliser ses plans. Les États-Unis ont aidé à reconstruire et ont dirigé plus d'électricité vers la ville. L'eau courante propre a vite été rétablie dans les maisons et les barrières anti-explosion de la route principale ont été retirées pour accueillir le trafic dense. Avec la reconstruction de la ville sont apparues de nouvelles entreprises et des étals de marché et en 2008, les forces américaines en patrouille n'avaient plus besoin de porter une armure corporelle complète. De plus, la ville avait le programme de recrutement de policiers le plus rapide de la province et devait finalement en avoir jusqu'à 4000, bien qu'un reportage de National Broadcasting Company de 2007 ait noté qu'ils ont fini par en avoir 8000. Alors que d'autres programmes de police dans le pays avaient souffert de l'infiltration ennemie et de la corruption, Ramadi était exempte de tels problèmes. Les gens rejoignaient massivement la police, non seulement pour gagner de l'argent, mais aussi parce que le renforcement des forces de sécurité réduisait la violence et créait plus d'emplois. Plus la ville était sûre, moins les habitants étaient réticents à l'idée de créer de nouvelles entreprises. Le colonel Sean McFarland reçoit beaucoup de crédit pour les progrès réalisés dans la ville en 2006, mais les fils d'Anbar, ces chefs tribaux qui faisaient partie du réveil d'Anbar, le sont tout autant. Un autre officier supérieur de l'armée a observé, je cite, « Je dirais que 20% du crédit pour le changement à Ramadi pourrait être attribué aux États-Unis. Forces. La grande majorité du retournement est due aux chers. » Fin de citation. Malheureusement, cependant, le 13 septembre 2007, Al-Rachaoui, qui avait commencé l'éveil, a été tué par une bombe au bord de la route près de sa maison à Ramadi. Bien que sa perte ait été grande, son meurtre n'a servi qu'à alimenter le désir des tribus et des dirigeants sunnites de voir Al-Qaïda abattu.
Al-Rachawi était vu comme un martyr. Son image était utilisée sur des affiches et accrochée aux murs dans les bureaux. Un défilé en son honneur a eu lieu le 23 octobre en présence d'écoliers et d'Américains. Forces semblables. Son frère, Ahmed Abourisha, a pris la tête du mouvement suite à la tragédie. National Broadcasting Company le décrit comme quelqu'un de doux mais pas extraverti. Il n'a pas recherché les projecteurs comme son frère aîné. Pourtant, il croit en la cause de son frère, notant, je cite, « Nous sommes le seul mouvement qui est soutenu par tout le monde. Nous sommes les seuls à avoir combattu et vaincu Al-Qaïda. Et nous sommes de bons combattants et constructeurs, et maintenant nous voulons reconstruire ce pays.